Mère, l'espèce nouvelle, chapitre 4, la descente supramentale. Et brusquement, ce début universel s'est concrétisé. C'était un 29 février 1956, une année bissextile. En fait, si tout dépendait de la bonne ou de la mauvaise volonté des hommes, ou même de leurs pensées, il y aurait bien peu d'espoir pour la Terre. C'est un étrange phénomène. Quelquefois, nous avons l'impression que toute l'histoire de la Terre est mal lue, que c'est une histoire vraie, avec les mêmes phénomènes que nous connaissons tous, mais lue dans une seule couche, à travers une certaine paire de lunettes, et que les choses ont un tout autre sens. Les géologues et les paléontologues sont peut-être plus proches du mouvement vrai de la Terre, leur vision est moins truquée, plus voisine du fait directement matériel. Au fond, ils regardent la Terre sans le mental. Nous voyons des renaissances, des invasions mongoles, des doctrines politiques et des sphères d'influence, mais nous ne voyons rien du mouvement de la matière elle-même, de l'expérience terrestre en tant que marche d'une espèce dont tous les instruments et tous les discours et toutes les histoires peuvent tomber en poussière et disparaître à jamais sans que cela change d'un iota le progrès de quelque chose qui est une physiologie humaine collective terrestre. Ce que nous en pensons aurait pu très bien ne jamais exister, ou être lu d'une manière complètement différente, avec des mots complètement différents et des principes complètement différents. Et le fait serait resté le même. Nous jouons une pièce que nous ne connaissons pas, ou en tout cas, nous ne connaissons qu'une couche, comme des géologues de la surface. Quel sens se donnaient les premières tribus achéennes ? Certainement pas le même que le nôtre. Et notre sens est probablement aussi aberrant et limité que le leur. Il y a une couche que nous ne connaissons pas. Et au fond, tant que nous n'aurons pas touché le roc fondamental de l'homme, le vrai propos qui est enfermé dans une toute petite cellule, toutes nos histoires sont comme des travestissements d'enfants et des charades d'un tout autre conte. Il faut faire tomber les lunettes mentales pour vraiment comprendre le mouvement du monde. Il faut sortir de la traduction mentale. Nous ne vivons rien du monde tel qu'il est. Nous vivons une traduction de monde. Mais les lunettes font peut-être aussi partie du plan évolutif, parce qu'il était nécessaire, peut-être, pendant un temps, de voir le monde d'une certaine façon pour pouvoir commettre toutes les erreurs, entre guillemets, qu'il faut. Nous ne saurons jamais assez l'immense sagesse des choses, et comme nos erreurs ont aussi un tout autre sens. L'évolution ne fait pas d'erreurs. Elle avance pas à pas, par tous les moyens, les bonnes et les mauvaises volontés, ou les pas de volonté du tout, vers un but imprescriptible, en n'importe quelle langue qu'il nous plaise de l'appeler. Parce que l'évolution n'est pas une évolution du mental, c'est une évolution de la matière. Et c'est tout ensemble, en marxiste ou en petit chrétien. Le changement d'histoire. Mais il y a un moment où les lunettes peuvent tomber, nous voulons dire collectivement, terrestrement, un moment de changement de lunettes. Et le bout de l'évolution, c'est peut-être le regard pur, totalement désencombré, comme s'il était nécessaire qu'un certain nombre de filtres nous voilent une réalité trop forte pour nous. Le supramental, c'est le regard direct de la matière. C'est la matière elle-même qui voit, qui fait, qui opère, qui connaît, sans
l'intermédiaire du mental. C'est la conscience de la matière, dans la matière, qui modèle son propre monde directement et infailliblement. Nous ne pouvons rien comprendre vraiment à ce supramental parce que nous mettons toujours du mental dessus. Et si nous pouvions pressentir cette conscience enfouie dans la matière, dans l'atome, dans les cellules, celle qui règle si infailliblement tous les mouvements de la nature comme la route des oiseaux, et pour laquelle rien n'est séparé, rien n'est autre, ni loin, ni hier, mais dans une seule pulsation totale, un seul espace continu, un seul mouvement unique, terrestre, qui se connaît à chaque instant lui-même partout, et c'est donc à chaque instant l'acte juste, la direction juste, la coordination exacte de tout, et sans y penser. C'est tout simplement. Et c'est comme cela. Nous commencerions probablement à voir de grandes, formidables écailles tomber, et le monde serait complètement différent d'une façon ahurissante. Toutes nos histoires partiraient dans un formidable non-sens. C'est un autre mode d'être. Et le corps, c'est le pont. Parce que c'est dans le corps qu'elle est, cette conscience. Ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas une amélioration du mental, c'est un éclaircissement de la matière qui voit et qui fait ce qu'elle voit. Une fantastique simplification de tout et la grande exactitude, une autre vie, vraiment. Peut-être la vie. En somme, une mutation de et dans la conscience corporelle. Mais ce mot mutation est encore une adaptation mentale d'un phénomène que nous n'expliquons pas du tout. C'est l'étiquette pseudo-scientifique pour exorciser un quelque chose qui nous échappe, et ce quelque chose, c'est tout. Nous traduisons toujours physiologiquement et matériellement, dans le cadre de notre perception matérielle humaine actuelle, ce qui est d'un autre ordre ou d'une autre couche de temps et de réalité. Ainsi, par mutation, nous nous attendons peut-être à voir surgir des bizarreries physiologiques à droite et à gauche, comme une mutation de chenille. Et en effet, il y aura peut-être aussi des phénomènes de ce genre, mais pas comme nous le comprenons. À nous trouver soudain en présence de variations étranges, de mégalocéphales dodus, peut-être d'hommes qui vont se mettre à pousser un troisième œil, ou des organes télépathiques, ou à changer de couleur. Nous transposons toujours le présent, comme des enfants irrémédiables. Mais ce qui va muter d'abord et avant tout, c'est la conscience, c'est la perception du monde, la perception de la matière, ou plutôt notre fausse perception de quelque chose qui est une fausse matière parce qu'elle est vue faussement. Au lieu de voir à travers un bain de boue mentale, le corps va se mettre à voir directement dans son propre milieu. Mais ça change tout. C'est comme la naissance d'une autre réalité, d'un autre monde, qui est pourtant toujours le même. Et si le corps voit autrement, perçoit autrement la matière, naturellement il la manipulera autrement par des moyens que nous ne pouvons pas concevoir, parce que nous ne concevons que les moyens qui passent par le à travers, des scalpels, des grues, des télescopes, des concasseurs. Nous ne comprenons rien à ce que peut être la manipulation de la vraie matière parce que nous ne savons pas ce qu'est la vraie matière. Et naturellement, se percevant lui-même autrement, le corps se vivra autrement, peut-être se refaçonnera autrement, mais parce qu'il sera vu autrement.
Le corps ne peut devenir que ce qu'il voit comme possible pour lui. Pour l'instant, sa seule possibilité, c'est de vieillir, se scléroser, se désagréger, mourir. Parce qu'il est enfermé dans un système ou dans un air qui n'est pas le sien. Et comment se sont produites les autres transitions évolutives ou mutations? Nous n'en savons rien. Nous mettons des étiquettes, c'est tout. Mais il est très peu probable que par une aberration similaire à nos imaginations pseudo-scientifiques, l'écrevisse se soit soudain mise à pousser un autre genre de pattes. Encore que cela aussi soit possible parce que tout est possible. Mais il est plus probable, à tous les étages, à n'importe quel étage, qu'un changement de perception s'opère d'abord, un autre mode de sentir le milieu, probablement contraint par les circonstances extérieures, climatiques ou autres, qui déclenchent automatiquement un nouveau façonnement de l'être et éventuellement un changement de forme plus adapté. Toujours, c'est la conscience qui fonctionne d'abord, la perception qui se met d'abord à toucher autrement la matière et donc à la manipuler autrement. Nous ne connaissons rien au miracle d'adaptabilité de la matière, parce que nous la voyons aussi fossilisée que notre propre perception est fossilisée. On vit, on meurt, on revit, remeurt, tombe malade et récupère, et retombe malade et meurt encore, c'est la loi. Mais c'est la loi de notre perception mentale. La mutation, c'est une mutation de conscience, c'est un autre ordre de la même réalité, disons une réalité plus éclaircie qui se dévoile. Le supramental, c'est peut-être un nouveau dévoilement ou un nouvel éclaircissement dans l'histoire de la matière. Et naturellement, ce nouvel éclaircissement doit créer ses propres moyens et ses propres instruments, son propre mode d'être avec cette autre matière. Alors, toute notre grande histoire nous apparaîtra sous un tout autre jour, parce que nous ne pouvions pas la voir autrement qu'à la lumière de notre perception mentale et dans le seul sens du mental. C'est certainement ce que l'on peut appeler une autre ère. Une ère aussi radicalement différente que celle qui a pu se produire quand la vie s'est mise à exploser au milieu des cailloux du monde. Un changement d'histoire. Le besoin incorrigible. Quand est-ce que ça va se produire? Demandaient les enfants. Ils reprenaient le refrain des disciples de Sri Aurobindo. Le supramental, c'est pour quand? Quand est-ce que ça va descendre? Parce que naturellement, pour eux, c'était quelque chose qui allait comme tomber du ciel. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était tout ce chemin à éclaircir entre le ciel, entre guillemets, et cette matière embourbée dans les millénaires d'habitudes mentales. La matière est complètement engloutie et encagée dans une trame mentale. Le ciel, entre guillemets, il brille là-haut pour les ascètes de la conscience cosmique, qui s'y endorment très proprement et très religieusement. Mais entre les deux, c'est un bourbier à nettoyer. Il faut faire le passage. Nous étions beaucoup trop occupés à jouer avec notre nouvel instrument mental. C'est si intéressant d'avoir un nouveau jeu là, leur disait-elle. On jouait avec cela, on essayait tous les moyens de s'en servir, comme des enfants dans une cour de récréation. On invente, on cherche, on joue,
On trouve, on se bouscule, on se bat, on s'entend, on se querelle, on découvre, on détruit, on construit. Mais il y a un plan derrière. Il y a de plus en plus un plan. Et peut-être tout cela qui joue à la surface, malgré tout, cela mène vers quelque chose qui va se produire un jour. Quand? Comment ce sera? Elle répondait patiemment sur ce terrain de jeu. Ça dépend de vous. Il ne comprenait pas que la réponse, elle était en train de la leur faire fabriquer à travers leurs petits gestes un peu plus clairs, leur corps moins encrassé. Quand on peut être si complètement conscient de toutes ces infirmités et ces stupidités de la conscience extérieure, leur disait-elle, de tous ces mensonges de la soi-disant connaissance matérielle et des soi-disant lois physiques, des soi-disant nécessités du corps, de la réalité, entre guillemets, de ses besoins, si l'on commence à voir à quel point c'est faux, stupide, illusoire, obscur, imbécile, on est vraiment très près de la solution. Elle essayait de faire tomber les écailles du mental qui réglemente et tyrannise le corps avec ses lois, c'est tu peux, tu ne peux pas, tu dois, tu ne dois pas. Et comme c'est difficile. Chacun commence par dire « Mais enfin, il faut de cette vitamine. Mais enfin, j'ai besoin de pain. Mais enfin, il faut 8 heures de sommeil. Mais enfin... » La liste est interminable, microscopique, sournoise, à tous les tournants. Et la nouvelle espèce, elle commence là, tout bonnement, avec ce petit désencombrement-là. Il faut commencer à éclaircir quelque part. Quand est-ce que ça va se produire? Il est plus facile pour l'esprit ou l'intelligence supérieure de concevoir les choses nouvelles qu'il n'est facile pour l'être vital, par exemple, de sentir les choses d'une façon nouvelle. Et il est encore plus difficile que le corps ait la perception purement matérielle de ce que sera un monde nouveau. Pourtant, cette perception doit précéder la transformation matérielle. On doit d'abord sentir d'une façon très concrète l'étrangeté des choses anciennes, leur manque d'actualité, si je puis dire. Il faut avoir l'impression, même matérielle, qu'elles sont périmées, qu'elles appartiennent à un passé qui n'a plus de raison d'être. Il faut que le corps commence à percevoir ce que pourrait être un mode nouveau. Et pour cela, c'est évident, il faut que le vieux mode devienne périmé à ses propres yeux. Et c'est toujours la même chose. Ce n'est pas tellement éduquer le corps qui est nécessaire, mais le déséduquer. Faire tomber les lunettes du mental. Il faut avoir besoin d'autre chose. Le besoin est la clé de tous les passages évolutifs. Le besoin, oui. Cette mémoire, au fond, qui se souvient du grand possible d'avant l'âge mental. C'est ça qui pousse dedans. Cette mémoire de la terre, peut-être de la vraie terre qui se souvient. Le passage mental est une obscure transition évolutive dont nous ne comprendrons vraiment le sens que quand nous serons arrivés au-delà du mental dans la vraie matière. Alors nous dirons « Ah,
c'est cela, c'était cela. Mais c'est qu'il y aura quelqu'un pour dire « Ah, c'est cela ». Tandis que, avant le mental, il n'y aurait eu personne pour le dire et le sentir et en jouir. Il y aurait eu une vaste soupe cosmique se baignant en elle-même indifféremment et peut-être délicieusement, nous n'en savons rien, mais il faut que la Terre ait besoin tout entière. Il ne suffit pas de quelques êtres plus ou moins récalcitrants sur un terrain de jeu. Tout homme qui a dépassé le stade de l'animal homme et qui devient l'homme homme a vraiment un besoin que je pourrais appeler incorrigible d'être autre chose que ce demi-animal tout à fait insatisfaisant. C'est ce besoin incorrigible qui doit vraiment devenir tout à fait incorrigible parmi les humains. Il faut qu'ils n'en puissent plus d'être là dans leur peau asphyxiante. Peut-être la nature est-elle en train de tourner la vis pour rendre l'asphyxie plus sûre ou le besoin plus évident. Je pense que ça se produira au moment où il y aura un nombre suffisant de consciences qui sentiront d'une façon absolue qu'il ne peut pas en être autrement. Il faut que tout ce qui a été et qui est encore maintenant apparaisse comme une absurdité qui ne peut pas durer. Ce n'est qu'à ce moment-là que ça pourra se produire, mais pas avant. Et la vis tourne. C'était en 1955 déjà. Il est de toute évidence que maintenant, à travers tous les remous et toutes les stupidités, il y a un besoin qui s'éveille, presque une sorte de sensation de ce que cela pourrait être et devrait être, ce qui voudrait dire que le moment est proche. Pendant fort longtemps, on a dit « ce sera », et on a promis. Il y a des milliers d'années, on a déjà commencé à promettre qu'il y aurait une conscience nouvelle, un monde nouveau, quelque chose de divin qui se manifesterait sur la terre, mais on disait « ce sera », comme ça. On a parlé d'âge, de millions et de milliards d'années. On n'a pas eu cette sensation que l'on a maintenant, que ça doit venir, que c'est tout proche. Malgré tout, il y a un moment où ça se passera. Il y aura un moment où le mouvement basculera dans une réalité nouvelle. C'était cela, jour après jour, qu'elles déversaient dans leur conscience, cette soif du moment. On aurait dit qu'elle empoignait la terre entière. À travers ces petits échantillons, c'est toute une masse asphyxiante qu'elle levait, tirait comme de la pâte. On pouvait presque sentir toute la terre, là, sur ce coin de terrain de jeu, comme elle était vaste, cette mer, comme elle tirait cette pâte obscure. Il y a eu un moment où l'être mental a pu se manifester sur la terre. Le point de départ pouvait être très pauvre, très incomplet, très partiel, mais tout de même, il y a eu un point de départ. Pourquoi ce ne serait pas maintenant ?
Il y aura un moment où une conscience humaine sera dans un état suffisant pour qu'une conscience supramentale puisse entrer dans cette conscience humaine et se manifester. Ça ne s'étale pas comme un caoutchouc, n'est-ce pas? Il y a un moment où ça se produit. Ça peut se faire dans un éclair. La descente. C'était une classe du mercredi, un 29 février 1956. Elle avait lu quelques pages de la synthèse des yogas, répondu à leurs questions, cette vieille question de l'inconscience du monde. Et comment l'inconscience peut-elle aspirer à devenir consciente? Demandait-il. Oui, la pierre ou cette matière. Mais nous nous trompons tout à fait. La pierre est consciente. La matière est consciente. Bien que pas à notre manière, certes. On peut avoir un contact avec une pierre, quelquefois plus facilement qu'avec un homme. Une améthyste ne répond pas comme un granit, et le granit qui a vécu au contact d'un être conscient garde l'empreinte du contact. Même les murs de Thèbes ont une empreinte. Même nos maisons ont parfois de tristes empreintes. S'il n'y avait pas de conscience là-dedans, nous ne pourrions pas avoir de contact. En fait, un objet inconscient serait invisible, tout simplement, parce que c'est la conscience qui établit le contact. Sans conscience, il n'y a pas de contact. Au vrai, ce n'est pas la matière qui est inconsciente, c'est le mental. Il a tout recouvert de son voile d'inconscience et de séparation. Il s'est séparé de tout, comme le coucou suisse dans sa pendule. Et ce soir-là, elle leur disait « Non, c'est le divin dans l'inconscience qui aspire au divin dans la conscience. C'est-à-dire que sans le divin, il n'y aurait pas d'aspiration. Sans conscience cachée dans l'inconscience, il n'y aurait pas de possibilité de changer l'inconscience en conscience. » Et quelquefois, nous nous demandons si la matière, notre matière corporelle, ne deviendra pas consciente avant nous, ou plutôt si sa conscience vraie, pure, déjà existante, ne va pas contourner le mental, pour ainsi dire, dans une sorte de stratégie évolutive, et tout à coup nous révéler des choses inattendues, nous prendre par surprise. Il suffirait que nous la laissions parler, que le mental lâche sa prise obscurcissante. Et c'était tout l'effort de Sri Aurobindo et de Mère. Mais même si le mental reste récalcitrant, ne se pourrait-il pas que la poussée évolutive soit telle qu'en dépit de nous, cette conscience-là, dans la matière, cette conscience divine, vraiment, exacte, supramentale, se mette à pousser ses antennes dehors, irrésistiblement, comme la chenille se transforme irrésistiblement en papillon, en dépit de toutes ses lois et ses principes de chenille? Parce que, encore une fois, l'évolution est une évolution de la matière et non du mental, ou plutôt de la conscience dans la matière. C'est là qu'est le germe, pas dans une petite circonvolution cérébrale. Et si c'est là qu'est le germe, forcément, automatiquement, il doit se développer. Il suffit que les conditions climatiques, entre guillemets, évolutives, soient favorables. Pour l'instant, cette matière a pris la forme d'un homme doté d'un cerveau. Mais qui dit que, par sa propre poussée, elle ne prendra pas une autre forme encore, dotée d'un autre instrument de prise de contact? C'est cette inéluctabilité qui faisait dire à Sri Aurobindo dans la vie divine, si l'homme est incapable de dépasser sa mentalité,
il sera dépassé. Le supramental et le surhomme se manifesteront nécessairement et prendront la tête de l'évolution. Peut-être que tout l'effort de Mère et de Sri Aurobindo tendait à ce que l'affaire se passe avec nous plutôt que sans nous. Et ce soir-là, pour quelques mystérieuses raisons plus favorables que d'autres, peut-être sans raison, gracieusement, la manifestation s'est produite. Cette descente générale que Sri Aurobindo avait si longtemps tentée s'est produite. Pourquoi maintenant plutôt qu'il y a 6 ans? C'est encore une autre question. Et nous disons descente comme une pluie qui tombe, mais c'est encore notre langage enfantin. En fait, depuis des années et des années, Sri Aurobindo et Mère tentaient d'établir la connexion dans leur propre matière, de nettoyer le passage entre cette conscience pure qu'ils voyaient dans leurs sommets éclaircis et cette même conscience enfouie dans la matière. Et il y avait des moments où la connexion se faisait, puis tout se refermait. Ça s'ouvrait encore, puis se rebouchait. Nous supposons que le premier anthropoïde faisait la même opération. Disons le pionnier des anthropoïdes. Il faisait la connexion avec cette même chose toujours, parce qu'il n'y en a pas 36, cette même force qui faisait des petites vibrations curieuses dans sa tête, son endroit le plus dégagé, le plus éclairci, pourrions-nous dire, et parfois pour de bizarres raisons, ça se produisait. Il était là à réfléchir, à relier des choses inattendues entre elles, comme une nouvelle sorte de cohérence du monde. Puis ça se fermait encore. Le passage se bouchait par la vieille habitude d'être un singe. Et il y a eu tout de même un moment où la chose se faisait plus naturellement, où elle est même devenue contagieuse. Peut-être quand la préparation générale est devenue suffisante. Nous oublions toujours que le monde est d'une seule pièce. En quelque sorte, il sortait un moment de sa peau de singe et prenait conscience de la grande conscience totale, générale, mais parce qu'il était singe, le point de sortie ou le point de contact se faisait au niveau le plus éclairci de son corps, dans son crâne évolué, et passant par ce niveau-là, la grande conscience se traduisait par une certaine quantité de vibrations que nous appelons mentales. À chaque niveau où elle passe et peut passer, cette même grande conscience totale se colore et prend une qualité de vibration particulière. Jusqu'au jour où elle pourra être purement, totalement elle-même, dans un milieu sans déformation. Ce milieu, c'est la matière. C'est le dragon qui se mord la queue. La réalisation supramentale, c'est l'union parfaite de ce qui vient d'en haut et de ce qui vient d'en bas. Le 29 février 1956, la jonction s'est faite, non plus au niveau d'un crâne et à travers un milieu mental, mais au niveau de la matière et en tout point du corps. C'était la barrière qui était brisée et le flot qui allait. Peut-être la barrière collective humaine, quelque chose a fléchi là-dedans. Pourquoi? Il faudrait avoir la vision mondiale, totale, pour vraiment le comprendre. Le mouvement universel est comme cela. Certains individus, qui sont les pionniers, l'avant-garde, par l'effort intérieur et le progrès intérieur, entrent en communication avec la force nouvelle qui doit se manifester et le reçoivent en eux.
Et alors, parce qu'il y a des appels comme cela, cela rend la chose possible. Et l'âge, l'époque, le moment de la manifestation arrive. C'est comme cela que ça s'est produit. Et la manifestation s'est produite. Mais nous sommes toujours pris au piège de notre langage mental. Nous disons la force nouvelle. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est aussi vieux que le monde. C'est nous qui sommes très jeunes et qui prenons conscience d'un très vieux monde. Il y a des années, nous parlions amers des travaux d'un savant italien sur l'énergie électrique engendrée par les cellules du corps. C'est tout la même force, s'écriait-elle. C'est le pouvoir mélangé suivant les états, le mental, le vital, ou bien la forme purement matérielle où ce serait l'électricité. Le Seigneur en vibrations électriques. Et elle riait. C'est leur notation matérielle du fait. Voilà. Et nous n'avons vraiment rien compris au fait, parce que le niveau électrique ou atomique ou magnétique, c'est encore un niveau superficiel, si l'on peut dire, une traduction du même pouvoir dans un certain milieu que nous croyons être la matière ou que nous appelons la matière. Mais il y a quelque chose de plus fondamental encore, qui est peut-être la matière vraie, sans nos lunettes mentales, le fait. Le mystère, vraiment. Celui que Mère allait lentement dégager. Un jour, le singe a ouvert le passage du pouvoir à travers son crâne et il a ouvert le monde mental et sa perception mentale de la matière, y compris celle qui se développera en télescopes et microscopes, car qui regarde sinon le mental? En ce coin de l'Inde, un jour, un être a ouvert le passage du pouvoir ou de la Shakti, la conscience-force, à travers son corps. Et il a ouvert le monde supramental et la perception supramentale de la matière. Un même quelque chose vu différemment. Un même pouvoir vécu différemment. Ce corps, disait-elle, est tout pareil à tout le reste de la terre, mais il se trouve que, pour une raison quelconque, il a pris conscience de l'autre manière. Eh bien, cela, ça doit normalement se traduire dans la conscience terrestre par une arrivée, une descente, un commencement. Mais est-ce un commencement? Qu'est-ce qui est arrivé? L'expérience est venue comme l'expérience d'un fait éternel, pas du tout de quelque chose qui était en train d'arriver. C'est le toujours là qui se révèle de plus en plus clairement. C'est l'Amazonie éternelle qui devient l'Amazonie par le fait de notre parcours. Peut-être la matière qui devient peu à peu vraiment ce qu'elle est. Et maintenant, la Terre est en route pour prendre conscience de l'autre manière. Une petite pulsation. Ce supramental, à quoi ressemble-t-il? Si nous pouvions le définir ou le décrire complètement, il serait complètement sur la Terre. Ce n'est pas une quantité fixe comme l'acide chlorhydrique ou la Lune,
ça grandit, ça se développe, ou plutôt, la perception que nous en avons grandit et se développe. C'est cette perception que Mère allait développer pendant 17 ans encore, comme pour aguerrir des yeux humains ou de la substance humaine. Elle frayait le passage. Cette extraordinaire vibration qui est celle que j'ai reconnue quand le monde supramental est descendu, ça vient et ça vibre comme une pulsation dans les cellules. Bien peu l'ont reconnu ce soir-là du 29 février sur le terrain de jeu, mais pour la reconnaître, il faut que la conscience physique soit déjà très désencombrée de son revêtement mental, son grouillement mental, pourrions-nous dire. En fait, on s'en aperçoit plutôt négativement, par la réaction du grouillement. On avait éteint les lumières sur le terrain de jeu. C'était après la lecture de la synthèse et les questions des enfants. Ils étaient tous en demi-cercle autour d'elle, assis par terre. On entendait le bruit de la mer. Le phare venait balayer le haut des murs. 2 brèves, une longue. C'était la méditation du mercredi. On voyait Mère dans la pénombre, assise sur sa chaise basse, un peu penchée sur elle-même, la fleur de frangipanier entre ses doigts immobiles. Elle était toujours très blanche, cette Mère. Même quand elle était vêtue de rouge ou de toutes couleurs, comme si quelque chose filtrait à travers son corps, une sorte de luminosité blanche qui devenait parfois compacte, visible pour nos yeux matérialistes. Et les disciples, dans le silence, des enfants en short vert, endormis près de sa chaise. Elle unifiait un terrain, comme elle disait. Elle rassemblait toutes ces jeunes pousses terrestres pour faire sa météorologie évolutive. Parce qu'elle riait. Elle riait de tout, cette Mère. Elle riait surtout à la figure des difficultés. C'était le meilleur moyen de les dissoudre. Pour ma part, alors disait-elle, je dois vous confesser que je me sens beaucoup plus moi-même, essentiellement quand je suis joyeuse et que je joue à ma manière, que lorsque je suis très grave et très sérieuse. Beaucoup plus. Grave et sérieuse, cela me donne toujours l'impression que je suis en train de tirer le poids de toute cette création si lourde et si obscure, tandis que quand j'y joue, que je peux rire, que je peux m'amuser, cela me fait l'effet comme d'une poudre de joie qui tomberait d'en haut et qui donnerait une coloration très spéciale à cette création, à ce monde, et le rendrait beaucoup plus proche de ce qu'il doit être essentiellement. Parce que la joie, c'est la vérité de la terre. Seulement nous avons oublié. Nous sommes tristes, nous souffrons. Elle voulait tirer sa pluie de joie, son chemin ensoleillé, comme elle disait. Pourquoi souffrir? Moi je dis, il ne faut pas souffrir, ce n'est pas nécessaire. Le supramental, en fait, c'est la joie du monde d'avant le mental.
la douleur de n'être pas ce qu'on est. La terre vraie, c'est une terre de joie. C'est pour cela que ça a été fait, toute cette histoire. Seulement, nous n'y sommes pas encore. Elle voulait que ça aille plus vite. Elle tirait sa jolie pluie supramentale sur cette substance. Et le silence, cette pression terrible qu'on sentait. Mère pensait que tous les gens seraient aplatis sur le terrain. Ça, qu'il y eût un pouvoir là, c'était évident. Ça pouvait se couper au couteau. C'était même quelquefois suffocant. Et des fois, ça fondait, s'ouvrait, on était emporté par le grand courant, la vie était toute fraîche et ça pétillait dans la substance. Oui, peut-être étaient cela ces petites pulsations. Mais c'était presque trop naturel pour qu'on le remarque. C'est ainsi, la merveille est si naturelle qu'on ne s'en aperçoit qu'après, comme des idiots, quand ça a disparu. Nous étions donc là, ce soir. C'était les premières années de notre séjour. Et à peine la méditation finie, les lumières allumées, nous n'avions qu'une envie, c'est de prendre nos clics et nos claques et de filer aussi loin que possible, au diable si possible. Nous avons passé 10 ans à essayer de ne pas filer au diable, simplement à essayer. C'était la suffocation du grouillement là-dedans. Une expérience négative du phénomène, pourrait-on dire. Nous sommes partis en ville et nous sommes allés boire un verre à la santé du yoga intégral. Ah, mais on est libre ou on ne l'est pas. C'est cela la tristesse au fond. Ce quelque chose qui est accroché à la douleur, à la liberté de la douleur. Cette nuit qui suffoque là-dedans et qui ne veut pas et qui dit non et non. Le supramental, c'est la grande suffocation de la nuit, c'est le grouillement extirpé de sa cachette. Poussé au jour par cette petite pulsation subreptice qui est en train de faire la joie du monde malgré nous. Ça pousse tout dehors, ça ne veut être que soi, pur. C'est implacable, irrésistible, comme un petit poudroiement dedans. Et c'est dans la matière, on n'y peut rien. On crie, on hurle, mais ça pousse, ça pousse. C'est dans la matière du monde. C'est parfaitement dedans. C'est indéracinablement dedans. Et ça ira jusqu'au bout, jusqu'à toute la joie dedans. Ça ne nous laissera pas une minute de paix avant. Ça ne nous lâchera pas plus que la première pensée n'a lâché les babouins évolués depuis quelques 2 millions d'années. Ou était-ce 3 ? Nous sommes seulement en l'an 20, ou presque, de ce début universel. On peut mesurer. Il n'y a qu'à regarder autour de soi. Ça grouille. Ça grouille. Elle les pétrit du dedans, cette conscience, qu'ils le veuillent ou non. Comme nous comprenons bien maintenant Sri Aurobindo, chaque fois que j'ai essayé une descente générale, j'ai obtenu seulement une ascension générale de boue subconsciente. Elle monte, elle grimpe, c'est effrayant. 1956 encore, c'est très décent, c'est presque charmant. Faisons le tour.
La France vient de céder gentiment sa place aux États-Unis en Indochine. Le pacte de Varsovie est tout frais. Insurrection à Budapest. Appel aux troupes russes. Le président Nasser nationalise Suez. Les troupes franco-anglaises débarquent à Port Saïd pour battre en retraite Suez fermée. Les Israéliens marchent sur le Sinaï. C'est l'indépendance du Soudan, du Maroc, de la Tunisie, du Togo, le commencement des grandes indépendances, entre guillemets. Khrouchtchev vient de faire le procès de Staline en séance secrète, 4 jours avant le 29 février. Les émeutes des ouvriers polonais à Poznan, l'occupation de Budapest. Le premier congrès du Parti communiste chinois qui confirme Mao Tse-tung comme président du comité central. Toute une graine, là. Mais ce n'est pas la graine qu'on pense. On verra. On verra de plus en plus. Ce pourrait être une continuation avec une amélioration, un élargissement du monde ancien tel qu'il était, mais, disait-elle, ce qui s'est produit, la chose vraiment nouvelle, c'est que c'est un monde nouveau qui est né. Ce n'est pas l'ancien qui se transforme, c'est un monde nouveau qui est né. Et nous sommes en plein dans cette période de transition où les deux s'enchevêtrent, où l'autre persiste encore, tout puissant et dominant entièrement la conscience ordinaire, mais où le nouveau se faufile, encore très modeste, inaperçu au point qu'extérieurement, il ne dérange pas grand-chose pour le moment. C'était en 1957. Et que même, dans la conscience de la plupart, il est tout à fait imperceptible. Et pourtant, il travaille, il croit, jusqu'au moment où il sera assez fort pour s'imposer visiblement. 40 ans plus tôt, quand il écrivait l'Aria, Sri Aurobindo avait dit « Quand l'esprit conscient, c'est-à-dire le supramental, intervient, un rythme de rapidité évolutive suprêmement concentré devient possible. L'accélération est assez vertigineuse. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce temps-ci? On aurait pu penser que ce monde nouveau, supramental, aurait eu des chances de naître plus pacifiquement et plus décemment au milieu d'humains raffinés, comme à l'époque de la Renaissance par exemple, ou le siècle de Périclès, pourquoi pas. Enfin, une époque où les hommes ont un certain, nous allions dire, vernis. Mais c'est bien cela, c'est le vernis qui tombe. Dessous, c'est tout pareil. En peau de Périclès ou de Khmer Rouge, c'est le même grouillement dedans. Ici, il est non atténué. Il est même poussé dehors, là, en plein jour, pour que nul n'en ignore. Ce supramental, c'est comme de formidables pinces à laver qui vous attrapent tout le linge sale du monde et vous le mettent bien sous le nez, jusqu'à ce que vous soyez assez suffoqué et dégoûté pour consentir à autre chose. Pourquoi les difficultés ont-elles augmenté depuis cette descente supramentale, se plaignait un disciple un jour au terrain de jeu, 4 mois après cette fameuse descente.
Qui vous dit que ce n'est pas parce que vous êtes devenu plus conscient, que vos difficultés étaient là avant et que vous ne le saviez pas? Si vous voyez plus clair et que vous voyez des choses qui ne sont pas très jolies, ce n'est pas la faute du supramental, c'est votre faute. Il vous donne une lumière, un miroir dans lequel vous pouvez vous voir mieux que vous ne vous voyiez avant. Et vous êtes un peu ennuyé parce que ce n'est pas toujours très joli. Mais qu'est-ce que je peux faire? Un formidable phare, en fait, tout ce qu'il y a de plus cru et qui fait surgir toutes les petites bêtes cachées. Ce supramental, c'est un formidable pousseur dehors. Et Sri Aurobindo, en 1925 exactement, avait fait une très étrange remarque lorsqu'on lui demandait quels seraient les signes indiquant que le temps de la descente supramentale est proche. Il en avait indiqué 4, dont le 4e nous laisse songeurs. Le premier signe, c'est que la connaissance du monde physique s'étant accrue, qu'elle est sur le point de briser ses propres frontières. Peut-être pour aller trouver la petite pulsation là derrière. Le second, c'est une tentative générale dans le monde pour briser le voile entre les mondes intérieurs et extérieurs, et même entre le physique extérieur et le physique intérieur. Le physique intérieur, encore pas connu, c'est justement le lieu du soubassement vibratoire derrière notre soi-disant matière. Les hommes deviennent plus psychiques. Troisièmement, le monde vital, note de bas de page, c'est-à-dire généralement le monde des passions et des violences, des dépravations aussi, toutes les déformations de l'énergie de vie ou du dynamisme vital. Le monde vital essaie de prendre possession du monde physique comme il ne l'a jamais fait avant. C'est toujours le signe que la vérité supérieure, chaque fois qu'elle descend, pousse à la surface le monde vital hostile et on voit toutes sortes de manifestations anormales comme l'accroissement de gens qui deviennent fous, les tremblements de terre, etc. Aussi, le monde devient de plus en plus un du fait des découvertes des sciences modernes. Aéroplanes, chemins de fer, télégraphie sans fil, etc. Cette unité est la condition pour que la vérité la plus haute puisse descendre, et c'est aussi notre difficulté. Et en effet, quatrièmement, l'apparition de personnes qui exercent une formidable influence vitale sur de larges foules humaines. Nous pouvons méditer. Mais pourquoi ces foules? Pourquoi ce monde tout en paquets ficelés avec ces aéroplanes qui ont pris même des réactions, ces distances abolies, ces télévisions, un nœud humain compact? On lève le petit doigt à Pékin et ça bouge à Quimper-Corentin ou à Terra del Fuego. Périclès est loin. Qu'est-ce qui a avancé depuis Périclès? La science? Ce n'est pas sûr. Mais le paquet humain s'est inextricablement ficelé, indissolublement, pourrait-on dire. On ne peut pas bouger un atome là sans que tout bouge. Une formidable maladie générale. Ou quelque chose d'autre. Une contamination de tout, impensable. Périclès n'y aurait jamais pensé.
Mais nous sommes tous à y penser, malgré tout. Et il nous apparaît, par lueur, que ces conditions si effroyables sont en effet les meilleures conditions possibles pour la contagion supramentale. Ce n'est pas le cerveau de Périclès qui grandit évolutivement, ce ne sont pas de super Périclès en fabrication, c'est de la matière terrestre qui évolue, tout entière, compactement. C'est dans la matière que ça se passe, la petite pulsation tellement nouvelle qui dérange tout. La Terre entière est en train de virer de cap, tout ensemble, qu'on le veuille ou non. C'est ce que Mère appelait en riant la catastrophe supramentale. Elle disait « Tout ce qui dérange l'inertie est, pour l'inertie, une catastrophe. Dans le monde terrestre, le seul dont je puisse parler avec compétence, les autres, je n'ai que des visions d'ensemble. Dans le monde terrestre, l'inertie est la base de la création. Elle était nécessaire pour fixer, pour concrétiser. Tout ce qui la dérange est une catastrophe, c'est-à-dire que l'arrivée de la vie a été une catastrophe monstrueuse, et l'arrivée de l'intelligence dans la vie, une autre catastrophe monstrueuse, et maintenant, l'arrivée du supramental est une dernière catastrophe. C'est comme cela. Et en effet, nous aurions tout à fait tort si nous croyions que cela va se remettre. Ça ne va pas se remettre. Ça va se démettre complètement jusqu'au dernier atome de nuit poussé dehors, jusqu'à l'autre chose qui nous jaillira peut-être au nez malgré nous, subrepticement issue de notre propre matière. C'est là-dedans que ça se passe. C'est là qu'il faut regarder. Et moins nous y mettrons de lunettes mentales, plus nous pourrons observer la beauté du phénomène, si l'on peut dire. Une autre histoire commence, celle qui nous donnera la clé de tout. De ce point de vue aussi, le phénomène qui a lieu maintenant, disait-elle aux enfants, est absolument unique dans l'histoire de la Terre. Et probablement, pour ainsi dire, certainement, quand on aura suivi jusqu'au bout le processus de cette transformation, on aura la clé de toutes les transformations précédentes. C'est-à-dire que tout ce que l'on essaie de comprendre maintenant, on le saura d'une façon pertinente quand le processus se sera produit, cette fois-ci, entre l'être mental et l'être supramental. Et à ces enfants rebelles, là, dont nous étions, sur le terrain de jeu, elle déclarait, toujours avec ce petit air de moquerie et comme une pointe d'humour derrière, « Vous êtes donc conviés à un développement tout particulier de la capacité d'observation, afin que tout cela ne se passe pas dans un demi-rêve et que vous ne vous éveilliez pas à une vie nouvelle sans même savoir comment les choses se sont passées. Il faut être tout à fait vigilant, tout à fait éveillé, et au lieu de s'intéresser à des petits phénomènes psychologiques intérieurs qui sont assez vieux jeux, ils appartiennent à toute une histoire humaine qui a perdu de sa nouveauté en tout cas,
Il vaudrait mieux être plus attentif à des choses plus générales, plus subtiles, plus impersonnelles, et qui vous mettront en présence de découvertes nouvelles d'un intérêt particulier. En somme, il faut aller à la pré-perception de la matière de demain. Mais tout de même, il y a ces foules humaines qui grondent derrière,